Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde. Alors en une petite demi-heure, on va essayer de porter un regard croisé sur les enjeux de la réglementation européenne pour la décarbonation et puis évidemment les impacts sur l'électrification du monde du transport. L'idée de cette table ronde, c'est d'essayer de réconcilier les enjeux de politique publique, les enjeux de transition énergétique et puis, fondamental, les impératifs business pour nos clients parce qu'on est convaincu qu'il ne faut pas opposer les choses. Notre challenge tous les trois, c'est de réussir à finir cette table ronde avec des pistes concrètes pour réussir cette transition. Avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter. On va peut-être commencer par toi, Raphaël. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à tous, Raphaël Elio, Senior Policy Manager chez E-Mobility Europe, un terme un peu fancy pour dire responsable affaires publiques. Concrètement, E-Mobility Europe, on est une association européenne qui représente tout le secteur de l'électromobilité. Donc, on a des constructeurs de véhicules, on a des constructeurs de batteries, des points de recharge. Flexis est un membre. On a aussi des DSO, enfin vraiment tout le secteur de l'électromobilité et on représente ses intérêts auprès des institutions à Bruxelles. Merci, ravi de te compter parmi nous aujourd'hui. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour, Nicolas Meunier, je fais partie de Carbone 4, un cabinet de conseil qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Et je suis responsable du pôle transport. Donc dans ce cabinet de conseil, on est un peu particulier. On s'attache vraiment au carbone et aux enjeux environnementaux et à la transition climatique. Donc au sein du pôle transport, on gère toute la transition de tous les modes de transport, y compris les véhicules utilitaires. Alors d'abord, à nouveau, un grand merci de vous joindre à nous pour cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est d'abord de planter un peu le panorama global de l'enjeu tel que vous le voyez pour le secteur du transport. Peut-être commencer par toi, Nicolas, pour dire en quoi c'est important pour Carbone 4 de poser ce débat. C'est très important. Pourquoi ? Parce que le transport, en fait, c'est le premier poste d'émission en France et en Europe. En ordre de grandeur, c'est un tiers des émissions. Et à l'intérieur du transport, la logistique, c'est 40%, 16% pour les véhicules utilitaires. Donc en fait, finalement, les véhicules utilitaires, c'est 5% des émissions totales de la France ou de l'Europe. 5%, c'est loin d'être rien. Et donc il y a un enjeu vraiment à décarboner ce segment-là. Pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu à décarboner ? Puisqu'on est en 2025 et que la France, comme l'Union européenne, ont pris l'engagement de la neutralité carbone en 2050. Donc dans 25 ans, c'est la même distance que par rapport à l'an 2000, si ça vous parle. Et en 2050, le budget carbone pour le secteur du transport est à 0. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les 129 mégatonnes de CO2 que produit le secteur des transports en France, il doit passer à 0 et que notamment tous les VUL, tous les véhicules utilitaires, doivent être décarbonés dans 25 ans. Et alors ça veut dire quoi au niveau cadre européen, alors Raphaël ? Cadre européen, on a traduit concrètement ces objectifs dans la loi. Donc, on a créé la loi climat en 2021 qui fixe ces objectifs. Donc, on a moins 55% de réduction des émissions pour 2030 et la neutralité carbone pour 2050. Ça s'est traduit par un paquet législatif qui touche à tous les secteurs, donc pas seulement les transports. Donc, il faut vraiment réduire nos émissions à travers la société. Pour tout ce qui est transport, on a eu plusieurs lois qui ont été passées, que ça soit pour viser les émissions des véhicules qui sont enregistrés, mais aussi pour déployer la recharge, aussi pour déployer les énergies renouvelables. On a vraiment un paquet qui est assez holistique. Beaucoup le voient comme seulement un pacte vert, une politique verte. Je pense que c'est aussi une politique industrielle et il ne faut pas qu'on l'oublie. On regarde pour vraiment créer une croissance autour du secteur de la clean tech, autour du secteur des véhicules électriques, de la recharge. Il y a beaucoup de choses à faire et on est en concurrence avec beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis, la Chine. Donc, c'est vraiment un paquet législatif qui a été pensé d'abord pour le climat, mais en plus pour notre croissance. Non, très bien. Et puis aussi, peut-être dire dans un cadre aussi géopolitique où il est extrêmement important d'avancer dans cette direction pour une certaine indépendance de demain. Donc, effectivement, c'est un enjeu écologique pour la planète, c'est un enjeu de productivité, d'efficacité pour nos clients, c'est un enjeu aussi d'indépendance géopolitique et donc beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est le contexte global.
Si on regarde les tendances aujourd'hui, telles qu'on les voit, on sait quelle est la North Star, comme on dit, en 2035. Aujourd'hui, vous voyez les choses comment? Peut-être à nouveau, je vais commencer par toi, Nicolas. Aujourd'hui, ça avance, mais pas forcément assez vite. Alors, je pense que c'est toi qui as la meilleure vision de toute la trajectoire jusqu'à 2035. Moi, en tout cas, ce que je perçois, c'est qu'on n'est pas encore sur la trajectoire d'accélération de la vente de VUL électriques. Même si ça a beaucoup augmenté cette année à cause du changement réglementaire et des pénalités qui ont été instaurées par la loi LOM, cette nouvelle contrainte. Mais il y a encore des freins qui sont plus perçus que réels. Et vraiment, je l'explique parce que, par exemple, on parle souvent des coûts. C'est un retour qu'on a auprès de nos clients à Carbone 4. Alors qu'en fait, les coûts totaux, donc si on regarde sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule, le TCO, il est estimé à être à plus 6% selon la BNP, à moins 25% selon l'ONG Transport et Environnement. Grosso modo, en fait, ça veut dire qu'il y a une part très significative des cas où on est déjà à la parité TCO et ça va aller encore en diminuant. Donc c'est en fait, on a tout intérêt à passer sur le véhicule électrique et pourtant on ne le fait pas. Il y a cette contrainte perçue, je pense, sur l'économique. Et d'autre part, il y a une contrainte qui est plus réelle, mais qui tient à la transition, c'est on manque encore de bandes de recharge disponibles un peu partout, notamment pour l'itinérance, puisque la majorité de la recharge se fait quand même au dépôt, mais pour l'itinérance. Mais ça, c'est le jeu de la transition, c'est-à-dire que c'est largement mieux qu'il y a 2 ans auparavant, et ce sera encore mieux dans 2 ans. Et donc, au niveau européen, toutes les déclinaisons tirant cette tendance, est-ce que tu peux nous en dire plus, Raphaël? Bien sûr. Je parlais donc de ce paquet législatif qu'on avait. Dans ce paquet, on a une loi qu'on appelle les standards de CO2 pour les véhicules légers, donc pour les voitures et pour les vannes. Je vais vraiment me concentrer sur les véhicules utilitaires parce qu'on peut parler pendant des heures des voitures. Pour tout ce qui est des véhicules utilitaires, il y a un objectif pour 2025 qui est de moins 15% de réduction des émissions vis-à-vis de la baseline de 2021. On a un problème parce que là, en 2024, on était à environ 7%. En 2025, on est à environ 10%. Donc, on n'atteint pas les objectifs. La Commission a pris en compte, a lissé ces objectifs sur 3 ans pour pouvoir permettre aux constructeurs d'atteindre leurs objectifs sans non plus les pénaliser, parce que notre but, ce n'est pas de taper sur les doigts des constructeurs qui font quand même un gros travail pour pouvoir décarboner. Mais le but, c'est, et je le disais, on a un paquet holistique, créer les conditions pour permettre les ventes de ces véhicules électriques. Et là, on parlait beaucoup de TCO. On a beaucoup de travail à faire parce qu'on a fait passer cette loi pour les standards de CO2. On a fait passer des lois pour le déploiement de la recharge publique et privée. Par contre, on n'a pas encore totalement touché à des secteurs tels que la décarbonisation du transport routier via le TS2. Le TS2 qui met un coût carbone sur le transport routier, tout simplement. Là, on avance, mais on avance à différentes vitesses, je dirais, en Europe. On a des pays qui avancent très très vite. La Norvège, ils sont déjà à plus de 30% de ventes électriques. Les Pays-Bas, il y a des contextes locaux, il y a une grosse planification qui est faite dans certains de ces pays. Eux, ils ont une vision déjà depuis 15 ans où ils ont fixé des zones zéro émission, où ils ont fixé une fiscalité avantageuse, où ils ont fixé un travail avec les opérateurs de réseau électrique pour pouvoir déployer des bornes de recharge là où il le faut. Il y a encore tout ce travail à faire dans pas mal d'États européens, donc on avance, mais c'est vrai que nos ventes de vannes électriques sont vraiment concentrées pour le moment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. On a besoin que ça s'agrandisse à d'autres pays, donc on a besoin de créer ces conditions nécessaires. Pour ça, il y a encore du travail au niveau local, donc j'invite tout le monde à travailler avec les autorités locales et européennes pour le faire. Et voilà, je pense qu'on peut continuer là-dessus, mais un gros travail à faire au niveau local, je pense. Alors, tout de même, hein, si je suis un peu dans la provoque, beaucoup aujourd'hui vont dire non mais l'Europe, elle est déconnectée de la réalité des entreprises et des pays, etc. Vrai ou faux, mais est-ce que tu peux mettre sur la table des solutions concrètes pour permettre cette décarbonation tout en favorisant le business des entreprises? Bien sûr. En ce moment, au niveau européen, on travaille beaucoup. Il y a un paquet automobile qui va sortir. Dans ce paquet,
il y a différents types de lois. Il y a des lois qui vont toucher à tout ce qui est la demande et il y a des lois qui vont toucher à tout ce qui est l'offre. La plupart de nos lois jusqu'ici touchaient à l'offre et pas assez à la demande. Donc comment est-ce qu'on booste la demande? On travaille beaucoup avec la Commission européenne pour créer une législation sur le verdissement des flottes. Quelque chose qui existe déjà en France, donc rien de révolutionnaire pour la plupart d'entre vous, mais révolutionnaire pour beaucoup d'États européens. Pour nous, il est nécessaire de créer des objectifs où on s'assure que les grands de ce monde, les DHL, les Amazon, que sais-je, ont des objectifs. Il est clair qu'il faut qu'ils puissent, eux, décarboner leur flotte ou qu'ils puissent commissionner des services de transport zéro émission, pardon, je cherche mes mots en français aujourd'hui, et s'assurer qu'on crée de la demande et qu'il y ait la possibilité de vendre des utilitaires électriques via ces flottes. Donc, il y a ce premier point qu'on voit. Il y a du travail encore à faire au niveau de la fiscalité, s'assurer que la fiscalité des carburants fossiles ne soit pas avantageuse vis-à-vis de l'électricité. Ça, il y a encore un travail à faire et la Commission réfléchit pour s'assurer que de l'électricité qui est quand même produite ici, qui participe à notre souveraineté, qui est décarbonée, soit quand même moins taxée que des carburants qu'on importe. Ça paraît logique, mais pour le moment, ça ne l'est pas toujours, pas dans tous les États. Et le dernier point, et je pense qu'il est important, c'est effectivement la mise en place d'un coût carbone sur le transport routier, au moins sur la partie logistique, sur la partie commerciale. Il y a un grand débat au niveau politique et c'est évident qu'il existe ce débat. On ne veut pas, on ne veut pas impacter de trop près les citoyens. C'est certain, on veut s'assurer qu'il y a un soutien politique à tout ça. Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en demande d'avoir ce coût carbone pour pouvoir créer ce qu'on appelle en anglais le level playing field, donc vraiment créer, je ne saurais pas comment vous le définir aujourd'hui, mais une égalité entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Et pour ça, on a le TS2, donc Emission Trading System, qui est un marché du carbone, qui a été voté, mais qui est retardé. Et pour nous, il est nécessaire de le mettre en place pour le secteur de la logistique si on veut accélérer les choses. Qui fait probablement très écho à ce que disait Nicolas sur la parité TCO, et c'est aussi par ce type de système qu'on va permettre d'accélérer cette parité. Côté Carbone 4, des mesures concrètes pour permettre cette transition vers la décarbonation? Je pense que les mesures que tu as évoquées sont très bien et très intéressantes, et surtout, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'Europe qui paraît parfois un peu déconnectée de la réalité, je ne sais pas si c'est le lieu ou si c'est nous. Si je prends un parallèle avec la Chine vient de décider dans son nouveau plan quinquennal d'arrêter les subventions pour les véhicules électriques. Ça fait 15 ans qu'ils vont dans une direction, c'est vers l'électrification, et ils ont réussi. Ils ont réussi à développer l'expertise, l'appareil industriel, à tel point que maintenant, ils n'ont plus besoin de soutenir. Nous, il faut pareil qu'on reste sur une direction qui soit la même tout le temps, à condition de trouver des conditions équitables. Et je trouve que c'est très bien, effectivement, de remettre des taxes sur le prix du diesel, parce qu'il n'y a pas de raison que le diesel soit moins cher que l'électrique alors qu'on veut pousser l'électrique. Donc le développement de l'ETS2 est très bien. Mais il faut garder cette visibilité réglementaire qui, en fait, finalement, est salutaire aussi pour que le marché puisse s'adapter. Au niveau technique, on sait que c'est faisable. On sait que les bornes continuent à se déployer. On a dépassé les 400 000 bornes de recharge publique en France. Les véhicules continuent à se développer. On voit une offre qui s'étoffe d'année en année. Il faut que le cadre... Notamment avec Flexis qui va arriver. Notamment avec Flexis qui en plus apporte une offre assez innovante puisque c'est une nouvelle plateforme complète sur l'électrification. Et au niveau réglementaire, il faut garder cette visibilité qui est extrêmement importante pour tous les acteurs et manier à la fois la contrainte, mais pas seulement pour l'électrique, aussi la contrainte pour le véhicule diesel et en même temps les incitations. Et juste pour que ce soit clair pour tout le monde, quand tu disais que la Chine arrête de subventionner les véhicules électriques, c'est parce que ça y est, c'est fait pour eux. C'est pas parce qu'ils y croient plus, c'est parce que ça y est, la case est cochée et que pour eux, c'est une évidence. Alors, on n'a pas préparé. Alors, vas-y, je te laisse, Raphaël. Si je peux juste réagir très rapidement, on le voit aussi en Europe, en Norvège. Vous allez me dire, ils sont riches. Oui, mais ils ont en fait très bien pensé leur budget et en fait, ils ont énormément incité l'adoption du véhicule électrique. Et là, ils arrêtent tout ce qui est subvention. Ils commencent même doucement à réfléchir à recréer de la fiscalité sur les véhicules électriques, comme on le voit, nous, en France, sur tout ce qui est véhicule pétrole. Et en fait,
il y a souvent cette question dans les budgets des États, on ne peut pas inciter le véhicule électrique parce que nos budgets ne le permettent pas. Ça dépend de comment est-ce qu'on balance notre budget, et à terme, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de recettes à partir du véhicule électrique. Il faut juste créer cette adoption, et une fois qu'on est embarqué dans la S-curve, comme on l'appelle si bien dans le milieu, il n'y a pas vraiment de retour. Il y a tous ces pays, le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, on n'observe pas de ralentissement. Ils sont en pleine accélération et ils commencent à réfléchir comment intégrer ces véhicules électriques dans leur fiscalité. Donc pour moi, c'est un argument un peu caduque. Alors effectivement, quand on essaie le véhicule électrique, c'est difficile de revenir en arrière, voire impossible. Et je peux en parler à titre personnel. On n'a pas préparé cette question, mais tout de même, ici, évidemment, parce qu'on est sur le stand Flexis, on parle de véhicules électriques. Est-ce que pour Carbone 4, le véhicule électrique, c'est la bonne solution pour la transition énergétique, ou d'autres solutions peuvent être les bonnes? Alors, à nouveau, on n'a pas préparé cette question, je ne veux pas te mettre en porte-à-faux, mais je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur le sujet. Oui, c'est quelque chose qu'on étudie souvent, donc il n'y a aucun problème. Nous, on est absolument convaincus que la motorisation électrique sera la motorisation prédominante demain, et largement prédominante sur les véhicules légers ou les véhicules utilitaires. Pourquoi? Parce que c'est la motorisation qui a un très fort pouvoir décarbonant. On est sur des réductions en cycle de vie, donc je prends en compte la construction de la batterie, le recyclage du véhicule, une réduction jusqu'à 80% en France parce qu'on a une électricité qui est bas carbone, et une réduction qui reste très forte aussi dans les autres pays européens, de moins 50, moins 60%. Et à côté de ça, on n'a pas de contrainte de ressources. Alors que le biogaz, l'hydrogène ou les biocarburants, ce sont des solutions qui sont très bonnes aussi, mais il y a une contrainte sur la ressource. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, on n'en a même pas suffisamment pour remplacer tout l'hydrogène gris. Et sur la biomasse, on a des fortes contraintes de biomasse, et on peut s'attendre à une concurrence des usages qui va devenir de plus en plus forte dans les années à venir. Donc il faut aller vers l'électrique. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, la solution électrique n'est pas la solution parfaite. Et ce n'est pas du tout notre intention à Carbone 4 d'imaginer avoir une solution magique. Il y a une batterie qui, en fait, finalement, nécessite une forte extraction minière. Donc l'enjeu, c'est d'une part de minimiser et d'ajuster au plus juste la taille de la batterie par rapport au véhicule, et d'autre part de maximiser l'utilisation du véhicule pour pouvoir amortir ce poids carbone de la batterie, pour pouvoir finalement réduire la flotte automobile et s'assurer qu'on ait vraiment à chaque fois le véhicule quand il est nécessaire. Très bien, je ne sais pas si Raphaël, tu veux compléter ou... Ça me paraît très complet. Et puis bon, le nom e-mobility est dans notre association, donc j'aurais du mal à aller à l'encontre de l'électromobilité, et même si je le faisais, j'aurais des problèmes avec mon boss. Mais non, tout a été dit effectivement. Et puis un point peut-être à rajouter, la batterie est énormément recyclable. Donc on a aussi un aspect de circularité qu'on peut bâtir en Europe. Et donc même si beaucoup vous diront oui, mais on dépend potentiellement du Chili, de la Chine pour tout ce qui est les matières rares, certes. Mais une fois que c'est sur notre continent, on a la possibilité de créer une stratégie circulaire, et la Commission réfléchit énormément à ça pour garder ces matières et nous assurer qu'on les recycle ici pour recréer de nouvelles batteries ou recréer d'autres... Oui, tout à fait. Et on retrouve l'enjeu de souveraineté. Souveraineté pour notre industrie automobile. Alors merci beaucoup. Alors évidemment, moi je suis complètement biaisé parce que je bosse chez Flexis et je crois dur comme faire aux véhicules électriques. On pense notamment chez Flexis que le véhicule utilitaire, c'est ce qu'on dit le sweet spot, le segment parfait pour le véhicule électrique. Et le raisonnement qu'on a derrière, c'est alors énormément de kilomètres à l'année. Et un véhicule électrique, il s'amortit en fonction du nombre de kilomètres, jusqu'à 30 000. Tous les jours, un nombre de kilométrages relativement faible, en général moins de 200, donc ce qui permet d'avoir, avec des relativement petites batteries, une capacité de faire les opérations, des tournées très bien encadrées, très bien connues, avec la possibilité de revenir au dépôt tous les soirs. Donc ça, c'est notre vision, et on se dit, bah voilà, s'il y a un endroit où on doit aller le plus vite possible sur l'électrique, c'est le véhicule utilitaire, et notamment la logistique urbaine. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et à nouveau, en toute transparence, on est là pour poser nos hypothèses. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le sweet spot, il est sur tous les segments. Il est sur le véhicule particulier, le véhicule utilitaire et même les poids lourds. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau de 2025, 2024-2025 sur les poids lourds longue distance. C'est possible de le faire en électrique, et on vient de publier une étude qui montre qu'on arrive à le faire en longue distance.
Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai ce que tu dis sur le taux d'utilisation. En fait, avec les véhicules professionnels, donc les poids lourds ou les véhicules utilitaires, on maximise l'usage du véhicule et donc on amortit cet impact carbone et cet impact minéral de la voiture. Et c'est vrai aussi qu'en termes de contraintes techniques, le poids lourd va nécessiter des infrastructures de recharge bien spécifiques et un TCO qui est un peu supérieur. Donc finalement, il faut accélérer partout, et c'est possible d'accélérer partout, mais je pense que c'est vrai que sur le segment des véhicules utilitaires, on est à la croisée d'un usage maximal et de contraintes techniques qui sont quand même encore moins grandes que sur le poids lourd. Alors, e-Mobility Europe, vous avez tout l'écosystème, hein, des chargeurs, CPO, camions, voitures, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je souscris à tout ce qui a été dit. Moi, je vais prendre un angle particulier parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'angle de la recharge. Ces véhicules utilitaires, ils ont tendance à retourner tous les soirs au dépôt ou tous les soirs à un endroit fixe où il y a leur chargeur. Et à l'heure où on est en train de réfléchir à comment flexibiliser notre réseau électrique, comment incorporer les énergies renouvelables, en fait, on a des batteries qui se déplacent et qui, la nuit, sont disponibles et peuvent garder cette énergie, voire la redéployer sur le réseau électrique. Donc, en fait, on a vraiment ce que j'aime appeler en anglais « the best of both worlds ». C'est on nous permet de, pendant la journée, nous déplacer dans la ville, réduire les émissions. Pendant la nuit, on offre un service au réseau électrique. Ça peut être un business model hyper intéressant pour des opérateurs de flotte qui, à terme, pourront potentiellement monétiser cette flexibilité qu'ils vont procurer au réseau électrique. Donc pour moi, c'est hyper intéressant comme segment parce qu'on est en ville, on donne de la flexibilité au réseau électrique là où on a un réseau qui est hyper congestionné. Et au lieu de dépenser énormément d'argent, il faut dépenser de l'argent dans l'expansion de notre réseau électrique. On a quand même aussi la possibilité de proposer de la flexibilité via des vannes électriques. Et juste si je peux ajouter, parce que tu le disais, on est en ville, et ça c'est vrai, c'est qu'il y a l'enjeu carbone, mais l'enjeu pollution de l'air est très important. Et ça, pour le coup, les VUL y répondent plus que le reste des autres segments qui sont plus mixés. Et puis le bruit, et puis la sécurité, et puis tout ce que vont permettre nos véhicules en les connectant au système de nos clients et avoir une optimisation des routes, etc. On a beaucoup de choses à faire passionnantes dans les années qui viennent. Écoutez, merci beaucoup votre présence, c'était un plaisir. Et puis on aura peut-être l'occasion d'échanger avec les personnes présentes, mais un plaisir d'avoir pu échanger sur ces sujets passionnants. Merci pour l'invitation.